Et donc, dans les minutes qui viennent, je vais essayer d'aborder cette histoire de la fonction diastolique et l'impact que ça a pour notre pratique quotidienne. Voici mes conflits d'intérêts qui n'ont rien à voir avec la présentation de maintenant. Tout d'abord, un bref rappel. La diastole, anatomiquement, on la divise en 4 morceaux. Il y a d'abord une phase de relaxation isovolumique pendant laquelle la pression dans le ventricule baisse de façon très abrupte alors que le volume ne change pas. Et puis, quand la pression dans l'oreillette va passer au-dessus de la pression ventriculaire, eh bien, la valve mitrale va s'ouvrir et on va avoir le remplissage rapide du ventricule. Et puis, au fur et à mesure que le ventricule se remplit, la pression monte et du coup, il y a moins de gradient entre l'oreillette et le ventricule. Du coup, le remplissage se ralentit et puis s'annule et on a une phase de diastasis ou de remplissage très lent. Et enfin, arrive la contraction de l'oreillette. Ce qui est important de bien percevoir, c'est que les 3 premières phases, eh bien, ce sont des phases qui consomment de l'énergie. C'est des phases actives. Et elles sont très sensibles, de ce fait, au manque d'oxygène et au phénomène ischémique. La phase de contraction auriculaire, elle, survient à un moment où il n'y a plus de consommation d'énergie. On n'est plus en train de recapter le calcium dans le réticulum endoplasmique. Et elle dépend purement de la compliance du ventricule gauche. On peut donc altérer la diastole, soit parce qu'on altère la phase active, la relaxation, soit parce qu'on a une compliance altérée, donc des phénomènes passifs liés à la composition de la paroi elle-même, soit les deux ensemble. Qui donc va avoir une dysfonction diastolique? Eh bien, énormément de monde. Tout d'abord, le vieillissement produit des altérations de composition de la paroi du ventricule qui va s'enrichir en collagène et en fibroblastes qui vont modifier la composition. Et donc, à partir du moment où vous avez plus de 70 ans, vous pouvez considérer que votre relaxation n'est plus celle que vous aviez quand vous aviez 20 ans et qu'elle est altérée. Tous les gens qui ont de l'hypertrophie myocardique, et les plus fréquents, c'est ceux qui ont de l'hypertension chronique, mais aussi ceux qui ont des rétrécissements aortiques, des augmentations de la post-charge. Tous ces gens-là vont avoir une relaxation anormale, une compliance anormale. Et puis bien sûr, ceux qui vont avoir de l'ischémie chronique, les maladies coronaires, les gens qui ont de la dysfonction endothéliale et de l'athérosclérose, donc au premier rang desquels les insuffisants rénaux, les patients qui ont de l'hyperlipidémie chronique, tous ces gens-là vont avoir de la dysfonction diastolique. Et donc vous voyez que ça recouvre une énorme proportion des gens que vous avez en face de vous en consultation au quotidien. La physiopathe, je vous renvoie à cette revue récente qui rappelle que c'est un ensemble de facteurs qui vont aboutir à l'altération des propriétés de la diastole, au premier rang desquels, bien sûr, l'ischémie, mais aussi tous les phénomènes qui vont entraîner de l'inflammation chronique et des altérations de la fonction endothéliale, avec des anomalies du stress oxydatif, des anomalies du métabolisme du HNO, de l'enrichissement de votre paroi myocardique en fibres de collagène. Et donc, ces processus ont chacun une importance variable selon la pathologie de votre sujet, mais sont donc très fréquents et aboutissent progressivement en se combinant à la dysfonction diastolique. Donc la dysfonction diastolique, c'est l'anomalie de la relaxation et ou de la compliance. Ça ne veut pas dire qu'on a des pressions de remplissage élevées et de l'insuffisance cardiaque, mais c'est le terrain qui peut conduire à l'insuffisance cardiaque diastolique ou insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui, vous le savez, est une maladie de plus en plus reconnue. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, mais en tout cas, c'est une maladie dont la prévalence augmente et surtout sur laquelle on a moins d'effets que l'insuffisance cardiaque avec altération de la fraction d'éjection, pour laquelle on a plein de traitements qui ont fait faire beaucoup de progrès et qui ont amélioré la survie. À l'inverse, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est beaucoup moins bien traitée, prise en charge et continue à progresser et à être responsable d'une proportion de plus en plus importante d'insuffisance cardiaque. Et donc, l'insuffisance cardiaque, c'est à partir du moment où on présente des symptômes de dysfonction cardiaque avec de l'intolérance à l'effort, de la dyspnée.
évolutif ultime de la dysfonction diastolique. Comment ça se reconnaît, la dysfonction diastolique ? Bien sûr, on peut faire des cathétérismes cardiaques et mesurer les pressions, mais en fait, l'outil principal et le plus sensible, c'est l'échocardiographie Doppler. Parce que ça va nous montrer la cause déjà. C'est très facile de voir s'il y a de l'hypertrophie myocardique, qu'elle soit primitive dans une myocardiopathie hypertrophique ou secondaire, comme chez les patients hypertendus ou porteurs d'un RAC. Ça peut nous montrer des stigmates d'ischémie quand elle a déjà donné des troubles de cinétique segmentaire. Et donc, on voit qu'il y a une maladie du cœur. Et donc, forcément, puisque le cœur est malade, sa relaxation, elle est plus normale. Et puis, ça nous montre les conséquences. Les conséquences, quand la dysfonction diastolique elle est là depuis longtemps et que les pressions s'élèvent, c'est l'hypertrophie de l'oreillette gauche. Voilà, on ne peut pas avoir une insuffisance cardiaque diastolique sans une oreillette gauche augmentée de volume. Et puis si cette congestion en amont de l'oreillette gauche est importante, on va avoir de l'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire qui pourra éventuellement retentir sur le VD. Et puis avec l'échographie et le Doppler, on va pouvoir mesurer les conséquences hémodynamiques et on va pouvoir visualiser l'écoulement du flux à travers la valve mitrale. Et ça, c'est grâce au Doppler pulsé. Et puis avec les nouveaux outils de l'échographie, on peut regarder la vitesse de déplacement de l'anneau mitral qui nous renseigne sur la relaxation du ventricule gauche, puisque on va mesurer la vitesse avec laquelle ça se déplace. Et un ventricule très compliant, l'anneau mitral va se déplacer rapidement, alors que quand le ventricule est tout rigide et altéré, il va se déplacer lentement. Et donc, vous avez ici résumé les patterns qu'on observe de flux à travers la valve mitrale en fonction des pressions entre le ventricule, le trait plein ici, et l'oreillette. Vous voyez, quand il y a la relaxation isovolumique, la pression dans le ventricule gauche chute très rapidement. Et puis, dès que la pression de l'oreillette en trait pointillé ici passe au-dessus de la pression ventriculaire gauche, la valve s'ouvre. Et il y a un petit gradient de pression entre les deux qui fait que le sang coule. Et quand le gradient est maximum, on a le pic de vitesse, l'onde E ici, du remplissage mitral. Et puis, avec le remplissage, le gradient diminue et donc la vitesse diminue. Et il y a un temps de décélération de la vitesse, ici, de cette onde E, qui est un paramètre intéressant. Et puis, à un certain moment, les pressions s'équilibrent et on a le fameux diastasis, où le sang arrête de couler entre l'oreillette et le ventricule, jusqu'à ce que l'oreillette se contracte. Et on a de nouveau un gradient de pression qui permet d'avoir un écoulement avec un pic de vitesse, et A, c'est le pic de vitesse de la contraction auriculaire. Quand la relaxation s'altère, la baisse de pression dans le ventricule gauche se fait moins vite et dure plus longtemps. Ce qui fait que le pic de l'onde E, du remplissage rapide, il est moins élevé, et le temps de décélération de l'onde E, il est plus lent. Et comme le ventricule s'est moins bien rempli pendant la phase du remplissage passif, le rôle de la contraction auriculaire devient très important et l'onde A prédomine. Donc le rapport E sur A s'inverse. Quand les pressions deviennent très élevées, là, la pression dans l'oreillette est bien supérieure à ce qu'elle est normalement. Et vous voyez qu'on a des pressions qui sont aux alentours de 20 mm de mercure. 20 mm de mercure, c'est pas loin de la pression qui est capable de générer de l'ultrafiltration dans les capillaires pulmonaires et de l'œdème pulmonaire. On a très précocement dans la diastole la baisse de la pression dans le ventricule qui permet un gradient important et un remplissage rapide qui va être accéléré avec une onde E qui va être très rapide. Mais en revanche, comme le ventricule n'est pas compliant, les pressions s'équilibrent très vite et le temps de décélération est très raccourci. Et quand l'oreillette se contracte, comme le ventricule ne peut pas se distendre puisqu'il se relaxe anormalement, la contribution de l'oreillette est toute petite par rapport à l'onde, au remplissage passif, et le rapport E sur A est supérieur à 2. Entre les deux, vous avez une transition. Et dans cette transition, vous pouvez repasser par une phase où le remplissage mitral ressemble exactement à ce qu'il est chez quelqu'un de normal. Mais si vous avez
à votre échographie quelqu'un qui a un cœur hypertrophique ou ischémique et que vous voyez un aspect normal du remplissage, ça doit vous faire tilt. Il n'est pas attendu que le remplissage soit normal chez quelqu'un qui a un cœur pathologique. Et donc, vous savez que vous êtes non pas dans une configuration normale, mais dans une configuration pseudo-normale, qui veut dire que déjà les pressions de remplissage de votre patient sont en train de s'élever et qu'un événement intercurrent peut le faire basculer vers le stade ultime de la dysfonction diastolique avec un aspect qu'on appelle restrictif qui correspond à des pressions de remplissage très élevées et qui est susceptible de s'accompagner d'œdème pulmonaire. Alors juste, je vous montre un petit piège. Ici, vous avez un pattern de remplissage mitral avec une onde E très rapide, 3 fois plus grande que l'onde A, un temps de décélération très court, et pourtant ce sujet-là, c'est un sujet jeune, en très bonne santé, et c'est quelque chose qu'on voit chez les sportifs. Le cœur du sportif se remplit de façon très rapide et très bonne pendant la phase précoce de la diastole, parce qu'il y a un effet de succion du ventricule qui aspire le sang très rapidement, et pourtant les pressions de remplissage de ce sujet-là sont basses, et ce qui permet de l'affirmer, c'est l'analyse du Doppler tissulaire, la vitesse du déplacement de l'anneau mitral. Donc on a la diastole, ici vous avez l'onde E' et l'onde A', ça mime le profil Doppler du remplissage du sang, mais ici c'est la vitesse de déplacement du tissu, et vous voyez qu'ici on a 20 cm par seconde, la normale c'est 10 cm par seconde. Donc la relaxation de ce sujet, elle est excellente, et du coup le rapport E sur EA, l'onde E de remplissage du sang et l'onde EA de déplacement de l'anneau mitral, est de 4, très très faible, ce qui n'est pas du tout en faveur de pression de remplissage élevée. On considère que le rapport E sur EA supérieur à 14 est en faveur de pression de remplissage très élevée. Donc là, on a un profil mitral qui ressemble à un profil restrictif, mais c'est juste un sujet jeune, en bonne santé. Alors, est-ce que c'est important pour l'anesthésiste réanimateur qu'on est tous de reconnaître en consultation le patient avec une dysfonction diastolique? Eh bien oui, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Tout d'abord, cette dysfonction diastolique, elle va avoir un retentissement pronostique pour le patient. Deuxièmement, il va falloir décider si oui ou non on fait des explorations préopératoires à la recherche de cette dysfonction diastolique. Pourquoi? Parce qu'il faudra la gérer. Si la dysfonction diastolique elle est sévère avec déjà une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le patient a probablement des traitements. Il va falloir gérer ces traitements en préopératoire. Et puis, il va falloir aussi gérer le péropératoire. Il va falloir choisir le type de monitorage dont on va se doter, gérer les apports liquidiens chez ces patients. Et j'insisterai après sur l'importance de préserver la contraction atriale de ces patients. Alors tout d'abord, le pronostic. Eh bien, ce travail d'anesthésiologie d'il y a quelques années avait fait une méta-analyse de tous les travaux sur les complications cardiaques et la dysfonction diastolique. Ça regrouperait plus de 3800 patients qui subissaient de la chirurgie non cardiaque. Et les auteurs avaient très bien montré qu'un indice composite de complications majeures cardiaques post-opératoires était très augmenté chez les patients qui avaient de la dysfonction diastolique. L'insuffisance cardiaque post-opératoire, la décompensation de l'insuffisance cardiaque, le risque était très augmenté chez ceux qui avaient de la dysfonction diastolique, et de même, le risque d'infarctus myocardique était augmenté. Le décès, c'était un peu hétérogène selon les populations, c'était significativement augmenté chez les patients qui avaient de la chirurgie vasculaire majeure, c'était moins significatif sur la population globale. Alors, est-ce qu'il faut qu'on explore nos patients en préopératoire pour leur rechercher la dysfonction diastolique? Est-ce qu'il faut qu'on demande une écho systématique à tous ces gens-là? Personnellement, je pense que non. D'abord parce que le plus souvent, le diagnostic de dysfonction diastolique, on l'a avec l'interrogatoire du patient ou éventuellement avec son ordonnance. Dès que le sujet a plus de 70 ans, c'est sûr qu'il a un trouble de relaxation au minimum. On va l'interroger pour savoir quelle est sa tolérance à l'effort, pour savoir s'il a déjà des stigmates qui évoquent de l'insuffisance cardiaque. Il peut ne pas avoir d'insuffisance cardiaque, mais du fait de son âge, il a déjà le trouble de relaxation.
Les comorbidités, l'hypertension artérielle, le rétrécissement aortique, la notion de maladie coronaire, tout ça, ça vous fait basculer le sujet dans dysfonction diastolique sûre et certaine. Et ce n'est pas la peine d'aller demander une écho pour le vérifier. Ça n'aura pas d'apport supplémentaire sur la qualité de votre prise en charge. Il y a une pathologie qui, à mon sens, justifie que quand même on se donne la peine de demander une échographie. C'est quand à l'examen du patient, qui est par ailleurs asymptomatique, on entend un souffle systolique parasternal qui peut être évocateur d'une cardiomyopathie hypertrophique. Les hypertrophies myocardiques, ils ont une dysfonction diastolique sévère. Le problème de cette maladie, c'est que 80% des gens qui en sont porteurs l'ignorent. Et donc, si nous, on ne fait pas attention, on va passer à côté. Or, savoir qu'on a une cardiopathie hypertrophique quand on est au bloc opératoire, ça change la façon de les prendre en charge et ça impose une prudence très importante parce que ces patients-là sont susceptibles de faire plus de complications que les autres. On sait notamment qu'ils ont une fréquence accrue de façon majeure des œdèmes pulmonaires post-opératoires. En effet, du fait de leur hypertrophie, ils ont un trouble de compliance majeur qui fait que leur courbe de fonction cardiovasculaire, au lieu d'être comme chez les sujets habituels, une belle courbe que vous avez l'habitude, la fameuse courbe de fonction cardiovasculaire, elle a un aspect en angle droit qui fait que quand ils ne sont pas bien remplis, leur volume d'éjection systolique s'effondre très rapidement. Et quand on met trop de liquide, on arrive dans le plateau de la courbe et on les met très rapidement en œdème pulmonaire, ce qui fait que la zone thérapeutique efficace, elle est très étroite et qu'il faut pouvoir la viser et s'y maintenir. Et pour ça, on va avoir besoin du monitorage du volume d'éjection systolique. Les patients qui ont une dysfonction diastolique sévère avec déjà de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ils ont des traitements. Les guidelines actuelles disent que le traitement dont on est sûr qu'il est efficace, c'est chez les gens qui sont en surcharge, les diurétiques. Les diurétiques, c'est des traitements qu'on va arrêter juste le jour de l'opération, quand les patients sont sous diurétique. On ne va pas les amener au bloc en ayant pris leur diurétique le matin. Il y a probablement un intérêt à mettre ces patients sous inhibiteur du transporteur sodium-glucose. Vous savez, c'est le nouveau médicament à la mode dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, parce que ça améliore la survie des patients. Les évidences pour les patients avec fraction d'éjection préservée sont moins importantes, mais c'est possible que ce soit efficace. Et ces médicaments-là, on ne sait pas encore très bien comment les gérer. Quand ils sont donnés pour le diabète, on sait qu'il faut les arrêter au moins 3 jours avant, sinon il y a un risque d'acidocétose. Quand ils sont donnés pour l'insuffisance cardiaque, on peut probablement les continuer jusqu'à la veille, mais il faut monitorer étroitement les patients pour être sûr qu'ils ne font pas de complications métaboliques. Quand ils sont sous inhibiteurs de la néprilysine et des récepteurs à l'angiotensine, le fameux Entresto, sacubitril, valsartan, médicament qui marche très bien dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais avec une recommandation encore moins importante pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ce médicament-là, on ne sait pas encore très bien non plus, mais il faut probablement l'arrêter 2 jours avant parce qu'on a un risque d'hypotension péropératoire important. Les anti-aldostérones n'ont pas d'intérêt certain dans cette situation, on les arrête le matin de l'intervention, et les bloqueurs des récepteurs à l'angiotensine n'ont pas non plus démontré leur intérêt chez ces patients-là, mais eux aussi, on les arrête la veille. Le monitorage. Donc, les patients avec dysfonction diastolique, et plus elle est sévère, plus elle va vers l'insuffisance cardiaque, plus c'est des patients à risque élevé. Ce sont des patients donc à haut risque de complications post-opératoires, notamment cardiovasculaires, comme je l'ai montré. Et donc, chez ces gens-là, il va falloir se doter des outils de monitorage de la perfusion, comme on l'a dit. Les recommandations de l'ASFAR qui datent de 2013, qui vont être mises à jour cette année, disent que les patients à haut risque, il faut une pression artérielle continue. Elle peut être invasive, elle peut être non invasive selon le type de chirurgie que vous allez faire, mais c'est important de maintenir la pression artérielle parce que vous ne pouvez pas vous permettre de rajouter de l'ischémie chez ces gens qui sont très sensibles à cette anomalie. Et puis,
le monitorage du volume d'éjection systolique, ça c'est un point majeur parce que ça va vous aider à éviter les ennuis qui sont inhérents à la dysfonction diastolique, qui fait que ces gens sont beaucoup moins tolérants aux erreurs, aux excès de remplissage ou aux insuffisances de remplissage. Et donc, l'expansion volémique doit toujours être prudente. Et je vous rappelle que quand vous mettez du liquide dans les veines d'un patient, eh ben, il va essentiellement, ce liquide, remplir le réservoir veineux. Et si le ventricule droit est compétent, ben, ce retour veineux va être éjecté vers les poumons. Et si le ventricule gauche est compétent, il va être éjecté dans l'aorte sous forme de volume d'éjection systolique. Si le système n'est pas capable d'éjecter, quelle que soit la raison qui bloque, soit c'est le ventricule droit qui ne pompe pas, soit c'est le remplissage du ventricule gauche qui ne se fait pas comme dans la dysfonction diastolique, soit c'est la fonction systolique qui ne va pas, eh bien, le volume d'éjection systolique n'augmente pas en réponse au remplissage. Et du coup, bah, vous détectez très bien, quand vous fractionnez votre remplissage, si le patient répond, bah, c'est bon, il améliore son volume d'éjection systolique, vous améliorez sa perfusion, vous êtes en train de faire quelque chose d'utile. Mais quand vous arrivez au maximum de volume d'éjection systolique, un apport supplémentaire de liquide n'entraîne plus d'augmentation de volume d'éjection systolique. Et là, vous êtes en train de faire quelque chose de délétère. Vous êtes en train de faire de la congestion et vous pouvez, si le sujet est particulièrement fragile, l'entraîner vers l'œdème pulmonaire. Et donc, la pratique de la titration du remplissage avec un outil de mesure du volume d'éjection systolique, alors vous choisissez l'outil que vous préférez. Ici, c'est le Doppler œsophagien. Vous voyez qu'on a donné 200 millilitres, parce que, encore une fois, le remplissage, il faut le titrer, c'est-à-dire qu'il faut oublier le flacon qui coule en continu sans qu'on le surveille. Il vaut mieux faire des petits bolus, et plus le patient est fragile, plus on fait un petit volume, et vérifier si le volume d'éjection systolique augmente. Ici, il a augmenté, énormément d'ailleurs, donc on est très content. Donc on recommence le remplissage, le même volume, mais cette fois-ci, il a augmenté, mais beaucoup moins. C'est normal parce qu'on se rapproche du plateau de la courbe de fonction cardiovasculaire du patient. Et puis là, il n'augmente plus du tout. Et donc, je sais qu'il faut que je m'arrête de remplir. Je m'arrête, ça veut dire que je clampe les perfs. Et je continue à surveiller mon volume d'éjection systolique. S'il se maintient, parfait, rien à faire. S'il rebaisse, eh bien, je peux retester un peu de remplissage. Alors, pour finir, la contraction atriale. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les gens qui ont une anomalie de relaxation, même sans avoir des pressions de remplissage très élevées, donc pas de risque d'OAP majeur, ils dépendent énormément de leur contraction auriculaire pour remplir leur ventricule gauche. À cause du trouble de relaxation, le remplissage passif perd de sa capacité à remplir le ventricule, contrairement à l'athlète qui fait tout pendant le remplissage passif. Là, le sujet qui a la dysfonction diastolique, dont le patient de plus de 80 ans, l'hypertendu chronique, le coronarien, lui, il repose sur sa contraction d'oreillette. Donc, si vous avez dans le dossier du patient une écho, ouvrez-la, regardez si vous avez l'enregistrement du flux mitral. Et quand vous voyez ce type de profil, eh ben vous savez que vous avez très intérêt à préserver du mieux possible la contraction atriale. Et ça, au bloc, vous avez vraiment un rôle à jouer parce que en péropératoire, il y a plein de circonstances qui peuvent favoriser le passage en arythmie. L'hypoxie, l'anémie, la stimulation sympathique excessive parce qu'on a mal géré la douleur. Bref, toutes ces circonstances, la dyskaliémie évidemment, qui peuvent être facilement contrôlées de façon proactive pour éviter qu'on se retrouve dans la situation où le malade passe en ACFA et donc n'a plus le turbo auriculaire pour remplir son ventricule gauche et donc on va brutalement voir son débit cardiaque chuter de façon importante. Voilà, donc pour terminer, la dysfonction diastolique, c'est une condition très fréquente chez vos patients. Elle prédispose à l'insuffisance cardiaque aiguë lors de circonstances qui sont fréquentes en périopératoire, qui sont le passage en ACFA comme on vient de le voir, les excès de remplissage si on fait n'importe quoi, les accès hypertensifs, les fameuses diastoliques, l'ischémie myocardique, tout ça va décompenser vous prédisposer vers une insuffisance cardiaque aiguë. Ça s'accompagne d'un risque de morbimortalité accrue en périopératoire. Et donc, ça justifie qu'on se donne la peine
de considérer ces patients comme à haut risque et de leur faire bénéficier d'un monitorage du type patient à haut risque, ce qui veut dire pression artérielle continue et mesure du volume d'éjection systolique. Et donc, dès que vous avez suspecté cette condition, prenez les précautions qui s'imposent. Je vous remercie pour votre attention.